Dimitri Pavlenko. 8h42 et 2-3, troisième défaite en vue à la présidentielle pour les Républicains. Alors le scrutin n'est pas joué, mais sauf retournement extraordinaire de la dynamique, c'est un bien grand mot de la campagne présidentielle, on voit mal comment Valérie Pécresse pourrait ne serait-ce que se qualifier au second tour. Alors en interne, beaucoup n'y croient plus et songent déjà à l'après. Faudra-t-il passer un accord avec Emmanuel Macron, un accord de gouvernement? Emmanuel Macron qui est le favori à ce stade. Nous sommes à 19 jours du premier tour et on en parle ce matin avec Louis Osalter, journaliste politique à Marianne. Bonjour Louis. Bonjour Dimitri. Guillaume Bigot, politologue, éditorialiste, membre de la revue Front Populaire. Bonjour Guillaume. Bonjour Dimitri. Et Vincent Trémollet de Villers, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri. Avant qu'on commence, je voudrais vous faire écouter un petit extrait de l'entretien de Sandrine Rousseau. Elle était l'invitée du débat de la présidentielle du magazine Mademoiselle. C'était sur twitch.tv hier. Écoutez. Moi, je voudrais qu'il y ait même une possibilité de délit de non-partage des tâches domestiques, parce que je pense que le privé est politique et que tant qu'on ne donne pas les moyens aux femmes de véritablement obtenir l'égalité sur le partage, eh bien on n'y arrivera pas. Comme on fait reconnaître des violences sexuelles au sein des couples, etc. En fait, le privé est politique et ça, c'est vraiment un impensé des politiques égalité femmes-hommes, c'est que les femmes font quand même 8 heures de plus de travail par semaine domestique. Voilà, un délit de non-partage des tâches domestiques. Vous attaquez en justice l'autre parce qu'il n'a pas lancé la machine à laver. Bonne idée, Guillaume Bigot. Ils en examen parce que j'ai pas passé l'aspirateur. Oui, ça donnera des idées à mon épouse. Mais au-delà de ça, je pense que c'est peut-être un impensé des politiques, mais c'est pas un impensé de l'histoire, notamment du totalitarisme, parce que vraiment faire tomber les barrières entre le politique et le domestique, entre le privé et le public, c'est précisément ce que l'enjeu des totalitarismes. Bon, le privé est politique. Ça nous amène à ce qui se passe chez les Républicains en ce moment. Pardonnez la transition un peu lourdingue, mais malgré tout, il y a un peu de ça. Quand on voit ce qui se passe, Vincent Trémollet de Villers, du côté des LR, avec cette interview notamment de Guillaume Larrivé. On en parlait donc tout à l'heure avec David Lisnard. Guillaume Larrivé qui, dans Le Point, dit lundi, il est temps de réfléchir dès maintenant à constituer une coalition avec Emmanuel Macron. Dans l'hypothèse, dit-il, il prend des précautions, Valérie Pécresse ne se qualifierait pas au second tour. Est-ce que c'est pas l'acte de décès des LR qui est en train de se profiler? Est-ce que c'est pas le baiser de la mort qu'on est en train de donner au parti? D'abord, c'est un symptôme de la décomposition de la pratique politique, puisque Guillaume Larrivé a publié en 2018 un livre qui s'appelait Le coup d'État Macron, dans lequel il décrivait Macron en ces termes: un adolescent incapable d'assumer la plus haute charge publique lorsque l'histoire redevient tragique et que les barbares frappent à nos portes. C'est le même Guillaume Larrivé qui dit aujourd'hui, dans une interview, qu'il doit travailler avec lui. Alors après, on s'interroge sur la désaffiliation civique et sur la crise démocratique, et on se dit pourquoi les gens ne vont pas voter. Mais c'est parce qu'ils entendent des choses comme ça qu'ils vont pas voter. C'est parce qu'ils voient que Bruno Le Maire, qui avait fait 2% à la primaire de la droite en 2016, termine ministre de l'économie de l'adversaire de la droite en 2017. Donc, avant de rentrer dans le sujet de la recomposition qui aura lieu après le premier et le deuxième tour, je pense que cette course aux places, parce que c'est comme ça qu'il faut appeler les choses, qui s'habille de vertus républicaines et de grands principes, est un des signes, non pas de recomposition, mais de décomposition politique. Et l'abstention que l'on craint tous dans ce scrutin qui arrivera après une non-campagne vient aussi de là, à mon avis. Louis Osalter. Ça fait plusieurs fois que Guillaume Larrivé veut être ministre. Il a déjà fait ce genre de coup, il a déjà envoyé des signaux. Donc, et en fait, c'est aussi symptomatique d'une génération politique qui pense que le pouvoir lui est dû. Et à droite, vous le voyez dans ceux qui rallient depuis quelque temps Emmanuel Macron, à droite, il y a une vraie souffrance de certains élus qui n'ont toujours pas été ministres et qui pensent qu'un jour, ils devront être ministres. Je pense que Guillaume Larrivé est exactement dans cet état d'esprit et qu'il n'est pas le seul. Ce sont des gens qui ont été, qui ont grandi dans un parti où, d'autant de leur jeunesse politique, il y avait encore cette alternance automatique et un peu artificielle entre la gauche et la droite. Donc, si vous n'étiez pas ministre un jour, vous le seriez dans 5 ans. Or, l'élection d'Emmanuel Macron a eu au moins un mérite, c'était de fracasser une alternance artificielle entre des partis qui pensaient que le pouvoir leur était dû. Et aujourd'hui, l'interview de Larrivé dans Le Point est vraiment le symptôme de la non-compréhension déjà de ce qui s'est passé en 2017, mais de tout ce que préparaient les prémices, je pense au référendum de 2005 notamment, où la droite et la gauche qui communiaient dans l'exaltation d'une Union européenne toujours plus approfondie ont été désavoués par le vote du peuple. Et
Mais une fois que cette alternance artificielle est fracassée, vous avez ceux qui ont su en tirer leur parti, il y a ceux qui essayent aussi de construire un nouveau clivage, et puis il y a ceux qui sont toujours en train de courir après les postes en disant mais comment ça se fait que je ne sois toujours pas au pouvoir? Et c'est ce qui va entraîner la décomposition de la droite, on va en parler, parce que s'il y a une nouvelle défaite de la droite, ça va faire 15 ans, c'est-à-dire 5 ans de plus que la droite se retrouve dans l'opposition. Oui, mais en fait c'est exactement la question que je voulais vous poser, Louis, mais c'est peut-être Guillaume, je vous la pose. Est-ce que en fait la déclaration de Guillaume Larrivé, c'est pas aussi un geste de survie? On apprend en lisant l'opinion ce matin que Nicolas Sarkozy, à chaque fois qu'il vous croise des cadres, qu'il reçoit des élus LR, il leur dit si notre candidat n'est pas au second tour, il va falloir négocier un accord avec Emmanuel Macron pour sauver la famille. Pour sauver la famille. Voilà les mots qu'emploie l'ancien chef de l'État. Bon, la famille, ça a deux sens. C'est la famille familiale au sens de ce que veut polisser Madame Rousseau. Compris, mais la famille, c'est aussi une expression un peu mafieuse quand même. La famille, c'est pas voilà. Donc, la familia. Exactement. En fait, dans cette affaire, on sait bien que les évangiles ne mènent pas à l'empire. On sait bien que la politique, c'est aussi le domaine de du trahison, du mensonge, du machiavélisme, etc. Mais il faut au moins que ce soit bien fait. C'est ça qui est très surprenant dans cette affaire. D'ailleurs, je serais Emmanuel Macron, je ne recyclerai pas Monsieur Larrivé. Vous savez, dans l'histoire, quand il y a des traîtres, quand Alexandre le Grand courait après Darius, ceux qui sont venus donner Darius, Alexandre le Grand les a fait décapiter. Donc on s'appuie pas vraiment sur des traîtres en plus, d'une part. Parce que là, il y a un problème quand même. Moi, là où c'est très mal fait, c'est que Monsieur Larrivé, avant même le score de Mme Pécresse, continue à dire qu'il est avec Mme Pécresse et qu'il votera Mme Pécresse. Donc deux choses l'une, soit Monsieur Larrivé est complètement idiot, soit il prend vraiment les électeurs pour des idiots. Mais il n'y a que deux solutions. Alors d'ailleurs, LR a publié en début de semaine le livre noir d'Emmanuel Macron, que Nadine Morano a brandi à ce micro lundi, signe que c'est vraiment irréconciliable avec lui. Et puis, bon, bref, on sent que ça n'est pas très sérieux. De l'autre côté, on voit qu'Emmanuel Macron, Vincent Trémollet de Villers, il adopte des marqueurs de droite sur l'assistanat, avec son RSA contre travail la retraite à 65 ans. Il a dit l'autre jour, la semaine dernière, et là aussi l'opinion le relevait encore, lors de sa conférence de presse à Aubervilliers, contre la GPA. Il s'exprimait contre la GPA. Également contre l'allongement du délai légal à 14 semaines pour l'IVG, que sa majorité à l'Assemblée s'est pourtant acharnée à faire passer. Alors il dit, je promulguerai le texte, mais je n'aurais pas décidé ça de moi-même. Et à titre personnel, il est aussi pour la proportionnelle intégrale, mais donc il y a un Macron in pectore, et puis il y a un Macron dans la réalité, puisque sur les 14 semaines, il était contre, mais ça a été voté. Il a quand même laissé à la droite, qui ne s'en est pas suffisamment emparée à mon sens, deux grands pans importants, qui sont la dette, dont il a très très peu parlé durant sa conférence de presse qui a duré 4 heures, et qui sont les sujets d'immigration et de sécurité. Et il me semble que la droite, si elle avait une proposition forte, très articulée, très conquérante, d'opposition vigoureuse à Macron sur ces thèmes-là, aurait pu et pourrait encore dans les 19 jours qui restent essayer de réveiller quelque chose dans son électorat. Pour le moment, mais ils vont pas rester toujours plus fade que Zemmour avec son ministère de la Remigration, par exemple. Il y a sur ce risque de ne pas être suffisamment disant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi, et c'est à mon avis ce que va donner la recomposition qui va se passer. Il y a 3 scénarios, où Pécresse est au second tour et il y a une forme de restauration des anciens clivages, où Zemmour est au second tour et LR explose, où Marine Le Pen est au second tour, et là restera une force de droite qui pourra prétendre trouver le point d'équilibre que Zemmour n'a pas trouvé, que Pécresse n'a pas trouvé, pour justement faire une grande force nationale et conservatrice. Et on voit déjà les profils, il y en avait un dans le studio tout à l'heure, David Lisnard, ça peut être Laurent Wauquiez, ça peut être François-Xavier Bellamy, ils sont quelques-uns à avoir à la fois une ligne idéologique, une attitude, une jeunesse, une capacité médiatique, pour proposer ça. Selon ce 3e scénario, Marine Le Pen sera au second tour, ça peut se passer comme ça. En revanche... La meilleure chance de LR, sauf Valérie Pécresse au second tour, c'est Marine Le Pen. LR a intérêt à ce que Marine Le Pen soit au second tour. LR n'a surtout pas intérêt à ce qu'Éric Zemmour soit au second tour, parce que là, le partage des eaux se fait le soir même, entre ceux qui iront chez Macron et ceux qui rejoindront Reconquête. Alors il restera peut-être une force résiduelle, mais elle sera faible, comme l'est le Parti Socialiste, comme l'a été le Parti Socialiste après le score de Benoît Hamon. Mais si c'est Mélenchon au second tour?
Ça change encore tout, et ça veut dire que Macron devient le refuge, le rempart de tout ce que la France compte de gens de droite pour aller contrer Mélenchon au second tour. Et franchement, tout reste encore possible à mes yeux, et tout va conditionner la future recomposition dont on parle. Mais il y a quelque chose quand même qui n'est pas, depuis le début de cette campagne, qui n'est pas à l'avantage de la droite LR, c'est que quand vous regardez le programme de Valérie Pécresse, ça pouvait être le programme de Fillon en 2017, ça pouvait être déjà le programme de Sarkozy en 2012. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impulsion, il n'y a plus d'impulsion programmatique dans ce parti. Alors ça fait longtemps que les partis ne produisent plus d'idées, qu'ils ont délégué ça à des think tanks, qui maintenant l'ont délégué à la société civile ou on ne sait qui. Et en fait, cette absence d'impulsion de projet, à mon avis, elle fait vraiment partie de ce qui est en train de provoquer l'agonie des Républicains. Alors qu'en face, on voit un Emmanuel Macron qui cambriole un petit peu partout les mesures dont il a besoin pour effectuer un programme. Et je pense enfin qu'il y a l'avantage de parler en dernier. Oui, effectivement, et de pouvoir bénéficier d'une position de surplomb tout au long de la campagne. Oui. Exactement. La dernière chose qui me frappe, c'est la dimension sociologique. C'est-à-dire que la droite, les Républicains, se sont enfermés électoralement sur une sociologie très particulière. En gros, les personnes âgées aisées. C'est un peu ce qui reste dans les intentions de vote à Valérie Pécresse si on va un petit peu rapidement. C'est le boomer vieille France. C'est le boomer vieille France, c'est le retraité de la boule. Enfin, je sors toutes les caricatures. Mais exactement. C'est-à-dire que Macron cambriole exactement ce créneau sociologique, avec un profil de chef d'État qui se veut rassurant dans la gestion de crise et qui a donc une propension à rassurer ce type d'électorat. Et la droite, quand elle explique qu'elle veut élargir son socle, n'a jamais réfléchi en termes sociologiques aux couches populaires qui sont chez Marine Le Pen ou qui sont dans l'abstention ou qui cherchent désespérément une réponse de protection qui soit économique, qui soit culturelle, qui soit sociale. Il y a quand même un courant de droite sociale. Elle n'a pas réfléchi à ça. Xavier Bertrand, par exemple. Oui, mais chez Valérie Pécresse, ce courant n'existe pas vraiment. C'est pas non plus son image, quoi qu'elle en fasse. Et puis, la réflexion, ce qui était au cœur de la réflexion dans le projet, les libéraux, en fait, qui communient avec Macron dans la réflexion économique, sont restés majoritaires chez LR. Ils n'ont jamais réussi à cette dimension sociologique et à ce qu'il fallait proposer pour aller conquérir un électorat ouvrier. Il y a des ouvriers qui votaient pour Sarkozy en 2007. Ils sont plus du tout là. Il n'y en a plus un qui vote pour les Républicains. Et les jeunes, pareil, c'est un drame. Aucun jeune ne vote pour la rupture et pour le Karcher. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Guillaume Bigot. Oui, on s'achemine vers un scénario dit d'union nationale. C'est ce que dit Monsieur Larrivé, ce qu'il avait déjà prévu un peu. Oui. Voilà. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement la tactique d'Emmanuel Macron est peut-être la bonne, puisqu'on a des électorats très fracturés. Oui, et puis il ne pourra peut-être pas gouverner seul, parce que si les législatives, lui est fort, mais LREM est faible. Donc s'il n'a pas une majorité aux législatives les 12 et 19 juin prochains, il sera bien obligé de faire une coalition. On pourrait avoir les Verts dedans, on pourrait avoir le PS dedans, on pourrait avoir ce qui restera de LR. Mais en réalité, cette union nationale, elle va être... en fait, la recomposition a réussi sur un plan, mais pas sur l'autre. Le bloc élitaire a réussi finalement à s'allier, c'est-à-dire il y aura sans doute le bloc élitaire il y aura un verdissement du programme de Monsieur Macron, il y aura un peu plus de remboursement de la dette à la mode LR, il y aura les poussières du Parti socialiste. En fait, ce que Monsieur Macron a fait, c'est qu'on dit que LR va sauver peut-être une future majorité législative de Monsieur Macron, et que LR va se sauver en tant que parti en s'alliant à une majorité présidentielle. Mais l'inverse est aussi vrai. Le baiser de la mort, Emmanuel Macron l'a déjà fait au Parti socialiste, il va le faire à la République en marche. Donc en réalité, ça va vraiment, plus ça s'agrège finalement, et plus la base électorale et plus la légitimité devient faible. Et le problème, pour que la démocratie fonctionne, il faut quand même qu'il y ait une majorité, une opposition. Moi, je pense que mais l'opposition en face, elle est dispersée de façon puzzle. C'est le grand défi historique de la droite, c'est éviter que la force centrale ne se confonde avec le régime et que les oppositions soient condamnées à un rôle tribunicien sans jamais avoir l'espérance d'accéder au pouvoir. Si on fait le score Le Pen, Mélenchon, Zemmour, on arrive à 40%, et si ces 40%, 45% d'électeurs sont exclus de l'exercice du pouvoir, c'est pas sain du tout dans une démocratie. Donc la droite doit réfléchir, si jamais Valérie Pécresse ne passe pas au second tour, à créer une force politique suffisamment large, suffisamment ample, suffisamment crédible pour proposer une alternance à ce que Emmanuel Macron va essayer d'installer. Si elle ne le fait pas,
on va arriver dans des... On a vu ça notamment avec le transformisme en Italie, des choses qui sont pas tout à fait saines, puisqu'il n'y a qu'une force qui peut gouverner et que les oppositions se découragent de pouvoir jamais faire autre chose que s'opposer. Merci à tous les trois. Louis Osalter de Marianne Guillaume Bigot de Front Populaire, Vincent Trémolet de Velard du Figaro. Louis, la une de Marianne demain. Demain, tout dire sur la guerre Ukraine-Russie, même les vérités les plus désagréables à entendre. Ouf, quel programme, j'ai hâte de lire ça. Merci beaucoup à tous les trois. 8h56.